Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, 4 théâtres bougent en même temps et un seul chiffre résume leur point commun, 100 milliards de dollars. C'est la somme que l'Iran, la Russie et la Corée du Nord ont fait transiter en crypto-monnaie l'an dernier pour échapper aux sanctions occidentales. La preuve que le pouvoir se négocie de moins en moins autour d'une table et de plus en plus dans des zones que plus personne ne contrôle. À Téhéran, l'Iran enterre son guide suprême dans un dispositif à la mesure de son ambition. 5 villes, 2 pays, des millions de pèlerins. Mais au centre de cette démonstration de force, un vide. Mojtaba Khamenei, désigné successeur, reste invisible depuis 4 mois. Et sur l'estrade même de ces funérailles d'État, des appels à l'assassinat de Donald Trump ont été lancés, et ce avec l'aval du régime. Pendant ce deuil, 2 détroits vacillent. En mer Rouge, un cargo a été attaqué hier, et personne ne sait encore si ce sont les Houthis ou de simples pirates, ce qui n'est pas un détail, mais toute la différence entre un signal politique et un chaos qui échappe à tout contrôle. À Hormuz, l'Occident négocie déjà en coulisses ce qu'il refusait hier, c'est-à-dire payer pour passer. En Ukraine, la diplomatie et les missiles avancent de concert. Kiev a été frappé ce matin même, à la veille du sommet de l'OTAN à Ankara, et Kiev, elle, transforme sa résistance en savoir-faire à exporter. 4 théâtres, un seul système d'argent qui finance, en silence, chacun d'entre eux. Une seule question, qui aujourd'hui tient encore les leviers qu'il croit tenir? Nous les décryptons dans l'ordre. Bienvenue dans le JT de TV Finance. L'Iran a choisi la date la plus provocatrice possible pour commencer ses adieux, le 4 juillet, jour du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Depuis, les funérailles du guide suprême Ali Khamenei s'étalent sur 5 villes et 2 pays. Ce matin, le cortège funèbre a quitté Téhéran en direction de l'aéroport de Mehrabad, rue fermée, espace aérien restreint, avant comme demain, puis les villes saintes irakiennes de Nadjaf et Kerbala et l'inhumation jeudi prochain à Machhad. La question qui pesait sur tout le dispositif a déjà trouvé sa réponse et elle se confirme jour après jour. Hier, dimanche, 3 des fils de Khamenei ont prié devant les cercueils. Mojtaba, désigné nouveau guide suprême, reste lui invisible. Aucune apparition, aucun message audio depuis 3 mois, pas même pour les funérailles de sa propre épouse la semaine dernière. Les autorités assurent qu'il n'a subi ni défiguration ni amputation. Pourtant, des proches cités par Reuters racontent, eux, une réalité plus grave. Un guide suprême qui ne peut montrer son visage à ses propres funérailles familiales fragilise jour après jour la légitimité que cet immense dispositif, plus de 2 millions de pèlerins la première journée, 7 millions de trajets de métro en une nuit, ce dispositif donc était censé construire. L'ambiance, elle, a franchi un cap préoccupant. Des appels directs à l'assassinat du président américain Donald Trump ont en effet été lancés lors des cérémonies. Et ce n'était pas un débordement spontané de la foule, c'était une intervention de tribune préparée et autorisée par les autorités, saluée par des applaudissements. Un régime qui laisse dire sur son estrade officielle de deuil national qu'il faut tuer le président américain, envoie là un signal qui dépasse largement la colère populaire. C'est un choix assumé. Et pendant que Téhéran orchestre ce deuil, un autre combat se joue en parallèle, presque invisible, celui du détroit d'Ormuz. Les gardiens de la révolution iranienne ont en effet profité de ces 48 heures de deuil pour reprendre méthodiquement la main sur la route maritime, pendant que plusieurs navires faisaient demi-tour sous leurs avertissements directs. Le message est cohérent. Au fond, l'héritage de Khamenei ne se joue pas seulement dans un mausolée à Machhad, il se joue aussi dans le contrôle de cette voie qui pèse sur l'économie mondiale entière. La conséquence diplomatique reste, elle, entièrement d'actualité. Les négociations de paix sont suspendues toute la semaine. Le deuil n'est pas seulement une tribune, c'est un levier de calendrier. Et Téhéran impose sa temporalité à Washington sur le nucléaire comme sur Hormuz. La question n'est donc plus quand Mojtaba apparaîtra-t-il, elle est en train de devenir qui, du guide invisible ou des gardiens de la révolution, bien visibles sur le terrain, gouverne réellement l'Iran de l'après-Khamenei et jusqu'où un régime prêt à cautionner publiquement un appel au meurtre est-il prêt à aller dans les jours qui viennent? Et ce contrôle du détroit, justement, ne s'arrête pas aux abords d'Hormuz. Il s'étend ces derniers jours jusqu'en mer Rouge.
Une menace qu'on savait possible depuis plusieurs jours vient de se matérialiser, mais pas tout à fait comme prévu. Hier, dimanche 5 juillet 2026, un cargo a en effet été attaqué en mer Rouge à 55 km au sud-ouest d'Odaiba, ville sous contrôle des rebelles Houthis. Une embarcation légère s'est en effet approchée du navire et a ouvert le feu. Les gardes de sécurité ont riposté avant que les assaillants ne rejoignent un navire plus important, transpondeur coupé. L'équipage est indemne. Les autorités maritimes britanniques, qui ont recueilli l'alerte de détresse, confirment enquêter sur l'identité des assaillants. Une question reste donc entière. Qui a tiré? Deux précisions changent la lecture de cet incident. D'abord, les Houthis avaient, je vous le rappelle, explicitement menacé de reprendre leurs attaques sans jamais toucher au trafic pendant la guerre américano-iranienne. Cette frappe marquerait donc une rupture et non pas une continuité. Ensuite, un second incident distinct a eu lieu le 1er juillet dernier, plus au sud, près de Balaf. Des pirates somaliens avaient cette fois attaqué un navire et ce n'était donc pas des Houthis. Deux menaces différentes convergent désormais sur la même route maritime. Cette distinction n'est pas un détail technique, elle change complètement l'analyse. Une attaque Houthi est un acte politique piloté depuis Téhéran ou en son nom, un signal calculé qui peut s'arrêter aussi vite qu'il a commencé sur décision d'un donneur d'ordre identifiable. Une résurgence, par contre, de la piraterie somalienne, elle, n'obéit à aucune chaîne de commandement. C'est un vide sécuritaire qui profite du chaos ambiant et qui ne s'éteint sur aucune table de négociation. Et cette route n'est pas un détail géographique. C'est le détroit de Bab el-Mandeb, au sud de la mer Rouge, le verrou dont on ne parle quasi jamais, mais qui est devenu la route secours du pétrole mondial depuis la fermeture partielle d'Ormuz en février dernier. L'Arabie saoudite y redirige des millions de barils par jour, par oléoduc, pour continuer à approvisionner le Japon et la Corée du Sud. Et si Ormuz est le cœur du système énergétique mondial, Bab el-Mandeb en est la valve de secours. Deux détroits, deux logiques, mais une seule certitude, aucun des deux n'est aujourd'hui maîtrisé. Une valve de secours fragile donc, et pendant ce temps, à Ormuz même, une autre bataille se joue plus discrète, celle des règles du jeu. Penchons-nous maintenant sur une enquête plus large qui éclaire ce qui se prépare en coulisses depuis plusieurs jours. Il y a quelques mois encore, la position occidentale était inflexible. Ni l'Iran, ni Oman ne pourraient jamais faire payer le passage du détroit d'Ormuz. Or aujourd'hui, selon Bloomberg, certaines grandes puissances européennes acceptent en privé l'inverse, un mécanisme inspiré tout droit du détroit de Malacca, où 3 pays asiatiques gèrent depuis des années des contributions volontaires de sécurité. Bahreïn, lui, a tenu à trancher publiquement. La libre circulation des navires internationaux dans le détroit est une question de droit international et non une question à négocier. Mais Téhéran ne négocie pas seulement le prix du passage, il négocie aussi en parallèle le retour de ses propres clients. En effet, sous une dérogation américaine accordée le 22 juin dernier et valable jusqu'au 21 août prochain, l'Iran discute avec 3 acheteurs japonais potentiels, soit les premiers depuis l'exercice 2019. Le scénario logistique est déjà prêt. Chargement sur l'île de Karg, transport par des pétroliers japonais. Mais deux obstacles freinent tout. D'abord, la durée. Une fenêtre de 2 mois est en effet jugée trop courte face au délai d'acheminement entre le Japon et l'Iran. Téhéran réclame d'ailleurs une prolongation. Ensuite, et surtout, la sécurité. La semaine dernière encore, un porte-conteneur a été attaqué dans le détroit par les forces iraniennes et les gardiens de la révolution iranienne exigent désormais une autorisation préalable pour tout transit. L'agence maritime de l'ONU recense d'ailleurs environ 80 mines flottantes dans la zone. Un responsable d'une grande raffinerie japonaise résume le vrai verrou, je le cite, obtenir une assurance serait le plus grand défi. Résultat concret, tant que ce risque n'est pas couvert, les raffineurs asiatiques, bien approvisionnés, ne se précipiteront pas, laissant une fois de plus les raffineries chinoises indépendantes comme premier acheteur du brut iranien. Le fil est donc le même que sur les péages. L'Iran rouvre son détroit, mais chaque étape de cette réouverture, c'est-à-dire le prix du passage, la sécurité du transit et le retour des clients, reste un levier de négociation qu'il maîtrise seul et dont la Chine reste, presque par défaut, la première bénéficiaire. Changeons de théâtre à présent pour un autre front où la diplomatie et le rapport de force avancent, eux aussi, de front. Et ce théâtre, c'est l'Ukraine.
Ce matin, la Russie a frappé la région de Kiev avec des missiles balistiques. Au moins 8 morts, 34 blessés, un immeuble résidentiel de Podil éventré, des habitants piégés entre le 7e et le 9e étage. C'est la deuxième offensive de cette ampleur en moins d'une semaine, et ce à la veille de l'ouverture du sommet de l'OTAN à Ankara, où Donald Trump doit rencontrer Volodymyr Zelensky mercredi prochain pour discuter, selon un responsable américain, de la manière dont ils pourront mettre fin à la guerre. Le timing révèle, lui, une logique et non pas une coïncidence. Ce même responsable est d'ailleurs très clair. Le conflit est au point mort depuis 2 mois et Donald Trump ressent comme une réelle urgence à agir 2 jours à peine après 90 minutes au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. Le Kremlin, lui, présente déjà un front où ses troupes progressent avec confiance, tout en accusant Kiev de miser sur l'escalade et le terrorisme contre les civils. Sur Kostiantynivka, la guerre, des récits tournent même à la mise en scène macabre. Moscou propose un cessez-le-feu de 6 heures pour restituer des corps de soldats ukrainiens, accusant Kiev de refuser, présupposant là que la ville lui appartient déjà. Volodymyr Zelensky balaie d'un revers de la main. Bien sûr que non, dit-il, ce ne sont que des mensonges russes, rien de plus. Il propose même à Poutine de les retrouver pour négocier. Peskov tourne l'idée en dérision, rappelant que l'invitation à Moscou, elle, reste toujours valable, un refus qui date déjà du mois dernier et dont on parlait à l'époque sur TV Finance. Chaque camp arrive donc à Ankara en ayant d'abord démontré par les armes et par les mots qu'il ne cède rien sur le terrain. La négociation ne remplace pas le rapport de force, elle s'appuie dessus. Mais l'Ukraine ne joue pas que la carte de la résistance, elle joue aussi celle de l'expertise. Kiev vise des accords de défense avec au moins 7 pays de l'OTAN et ce d'ici la fin de l'année, non pas pour recevoir de l'aide, mais pour en vendre. Quand l'Iran a bombardé le golfe de drone Shahed ce printemps, l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar se sont retrouvés démunis. L'Ukraine, elle, combat ces mêmes appareils depuis 4 ans et vend désormais cette expérience. Même logique en Lettonie et en Lituanie après qu'un drone dévié a détruit un dépôt pétrolier letton. La lecture géostratégique est là. Un pays qui négocie sous les bombes construit simultanément son statut de puissance militaire exportatrice. La guerre qui frappe Kiev chaque semaine est la même qui, à Ankara, sert désormais de carte de visite. Ces deux fronts, Golfe Persique et Ukraine, partagent un même point aveugle. L'argent qui les finance échappe de plus en plus à tout contrôle occidental. Terminons par une enquête de fond qui relie tout ce qu'on vient de voir. Une monnaie sans banque, sans frontières, sans nom sur le compte. Et c'est exactement pour ça qu'elle est devenue l'arme préférée des régimes sanctionnés. L'Iran, la Russie et la Corée du Nord ont fait transiter 100 milliards de dollars en crypto-monnaie l'an dernier pour contourner les sanctions occidentales, soit près de 8 fois plus qu'en 2024 selon Chain Analysis. Une analyste, d'ailleurs, de la société résume le basculement. Les crypto-monnaies ont profondément modifié les stratégies de contournement des sanctions. Le système est désormais industrialisé, presque bureaucratique. La Russie a lancé son propre jeton, l'A7 A5, indexé sur le rouble, et plus de 90 milliards de dollars de transactions, dont une partie a servi à payer des fournisseurs de drones chinois. De son côté, l'Iran encaisse ses ventes de pétrole à la Chine par un montage en 3 étapes. Paiement en yuan à une société écran de Hong Kong, conversion en crypto, transfert vers des portefeuilles iraniens, parfois même jusqu'aux outils du Yémen. Washington sanctionne, saisit, ferme des plateformes. Mais un responsable de TRM Labs est cinglant. Démanteler ces nœuds ne remet pas en cause l'édifice qui les soutient. Pire, le Hamas lui-même sollicite désormais des dons en crypto-monnaie sur Telegram, changeant d'adresse de portefeuille en continu pour rester invisible. Le vrai scandale n'est donc pas que ces régimes utilisent la crypto-monnaie, c'est que l'industrie crypto elle-même, plateformes, jetons, stablecoins, a été construite sur une promesse de dérégulation totale, aujourd'hui exploité méthodiquement par les pires acteurs de la scène internationale. Un système pensé pour échapper aux banques échappe désormais logiquement aux sanctions. Et c'est là que le vertige commence. Chaque sanction bancaire imposée par l'Occident ne fait que pousser un peu plus ces régimes vers un système que plus personne, pas même Washington, ne contrôle. L'arme économique historique de l'Occident est donc en train de perdre sa cible. Regardons désormais ce que les investisseurs vont suivre tout au long de cette semaine. Et notez-le, cette semaine s'annonce
particulièrement calme, et ce, sur tous les fronts. D'ailleurs, le début de semaine le résume totalement. Nous n'avons pas grand-chose à commenter. Les marchés financiers ne peuvent pas s'appuyer sur le rebond d'une guerre commerciale, sur les étincelles d'un conflit, que ce soit en Ukraine ou au Proche-Orient, ou dans la bande de Gaza, ou dans le détroit de Malacca, ou dans la mer de Chine. Tout au plus, les investisseurs, les financiers affûtent leur pari pour savoir qui va gagner la Coupe du Monde de football. Tout au long de la semaine, le discours des grands argentiers de la planète sera à suivre particulièrement de près. Sinon, écoutez, les indicateurs avancés d'activité en ce début de semaine seront à suivre, notamment aux États-Unis. Et sinon, les minutes de la dernière réunion du FOMC, c'est donc la Réserve fédérale américaine, seront publiées mercredi prochain. Effectivement, c'est assez intéressant à voir dans quelle mesure le ton faucon des membres du FOMC est à noter. Et puis on finira avec la semaine avec des données sur l'inflation en Europe, notamment en Allemagne et en France. Mais voilà, pas grand-chose à se mettre sous la dent. La saison des résultats des entreprises a ouvert, mais pour l'instant, pas d'accélération. Tout au plus, Samsung, demain, sera à suivre de très près, puisque Samsung a annoncé avoir multiplié ses bénéfices par 18. Alors, je ne sais plus si c'est le chiffre d'affaires ou les bénéfices, mais en tout cas, il y a de la prospective particulièrement intéressante à suivre de ce côté-là. En tout cas, voilà, pas grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine. Voilà, ce sont les bénéfices qui sont anticipés x18 par les analystes financiers. Voilà donc pour le programme de la semaine. Regardons maintenant ce qui s'est passé dans la semaine du 29 juin au 3 juillet 2026, c'est-à-dire la semaine dernière, une semaine qui a été marquée par une nette divergence de performance entre les marchés européens et américains, reflétant des dynamiques macroéconomiques et sectorielles distinctes. En Europe, les indices ont bénéficié d'un regain de confiance des investisseurs, stimulé par des données économiques encourageantes dans la zone euro et une rotation des capitaux hors des valeurs techno américaines jugées trop chères. Le DAX a brillé avec une hausse hebdomadaire de 4,5%, portée par le secteur industriel et les exportateurs, profitant d'un euro stable. L'Eurostoxx 50 a gagné 3,07%, tandis que le CAC 40 a progressé sur la semaine de 1,47%, soutenu par les valeurs énergétiques et financières. Une surperformance européenne qui s'explique également par une moindre exposition aux tensions sur les taux d'intérêt américains et par des valorisations plus attractives. Aux États-Unis, la prudence a dominé. Le S&P 500 a gagné 1,76% et les Dow Jones 1,97%, mais le Nasdaq, l'indice dédié à la tech, a montré des signes de faiblesse en fin de semaine avec des prises de bénéfices sur les géants de l'intelligence artificielle. Les investisseurs ont attendu les publications macroéconomiques clés, emploi et inflation, avant de s'engager davantage. Enfin, côté pétrole, le Brent s'est stabilisé autour des 71,94$ le baril après une escalade géopolitique au Moyen-Orient. Les tensions près du détroit d'Ormuz ont fait craindre des perturbations d'approvisionnement avant un apaisement relatif en fin de semaine. Le WTI, la référence américaine du pétrole, a suivi la même tendance, bien que toujours décoté face au Brent. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 6 juillet 2026 et juste après, nous retrouverons Jean-Luc Cussac et son Chrono CAC. Tout de suite sur Téléfinance.